Bonjour tout le monde, hello Théo. Salut, c'est Yana. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce Ouais. que vous allez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? N'hésitez pas à nous faire signe dans le chat, à nous dire d'où est-ce que vous nous regardez, qu'est-ce que vous attendez de l'atelier, est-ce que vous avez déjà codé, est-ce que vous avez déjà vibe codé? N'hésitez pas. Alors, hello Delphine, hello Najima. Je vois qu'il y a Alexis qui est en train d'écrire. Ok, bon, tout a l'air de bien se passer. Ok, de Belgique, Dylan, hello. Trop bien. Bon, déjà, n'hésitez vraiment pas à utiliser le chat pour vos réactions, vos questions. C'est vraiment votre espace. Donc voilà, prenez-le en main comme vous le souhaitez. Bienvenue du coup à cet atelier d'initiation qui est organisé par Ada Tech School. Juste le temps que tout le monde nous rejoigne, je vais dire quelques mots sur Ada Tech School justement. Donc moi, c'est Anna. Je suis chargée de communication pour Ada Tech School, qui est une école d'informatique qui forme des professionnels de la tech avec l'idée de rendre possible le fait qu'ils s'adaptent dans un environnement qui change vite dans la tech et encore plus en ce moment avec l'IA. Du coup, notre mission, c'est vraiment de former des personnes capables non seulement d'utiliser la tech, mais aussi de la comprendre, de la questionner. Et l'idée, c'est donc de vous permettre d'évoluer durablement sur le marché du travail, pas juste d'apprendre un outil ou un langage et après, on ne sait pas ce qu'on en fera si justement le secteur évolue. Donc concrètement, ce qu'on propose, ce sont des formations tech et IA conçues pour répondre aux transformations du secteur et vous permettre d'accéder à des métiers identifiés et reconnus. Donc on en parle juste après. Notre modèle, il y a 4 choses importantes qui le structurent. Donc d'abord, les débouchés concrets. On construit des parcours progressifs vers des métiers qui sont porteurs aujourd'hui et plus tard. Et ensuite, une pédagogie très active. Donc vous apprenez en faisant sur des projets en groupe avec beaucoup d'autonomie. Troisième point, l'IA. On vous apprend à l'utiliser comme un outil de travail, mais sans remplacer la compréhension de votre code, de votre métier, évidemment. Mais on a fait le choix quand même d'apprendre à l'utiliser parce que c'est aussi un point compétitif sur le marché de l'emploi en ce moment. Et l'employabilité, ça reste notre priorité pour vous et pour les apprenantes. Et enfin, l'inclusion. Donc, chez ADA, il n'y a pas besoin de prérequis techniques pour rentrer nos formations. On sélectionne surtout les candidats sur les soft skills, donc les qualités, à savoir votre capacité à chercher par vous-même, à mobiliser des ressources, à être curieux, si vous savez travailler en équipe, etc. Et aujourd'hui, on a environ 50% de femmes par promo, ce qui reste assez rare dans la tech et c'est quelque chose sur lequel on essaye de travailler au max. Voilà. Bon, ça, je vais passer rapidement. Des exemples de métiers accessibles après ADA, du coup, pour vous donner une idée, évidemment développeur full stack, back-end, front-end, mais aussi les métiers de la data, de la business analyse, donc software engineer, product manager. Je vous montre juste après, mais on lance aussi une formation plutôt axée gestion de projet IT et une formation plutôt DevOps, sécurité, test, etc., déploiement. Donc ça aussi, c'est un métier porteur en ce moment. Si on devait résumer, pourquoi choisir Ada Tech School? Les 3 grands piliers qui font la différence, c'est d'abord le concret. Donc, chez nous, vous ne faites pas que des exercices, vous travaillez sur des vrais projets avec des livrables que vous pouvez montrer dans un portfolio pendant des entretiens, etc. Et vous apprenez aussi à travailler en équipe, donc en mode squad, un peu comme fonctionne une équipe tech en entreprise. Et du coup, vous développez des compétences qui sont directement mobilisables sur le marché. Le deuxième pilier, c'est l'insertion professionnelle. Donc, je le disais, c'est vraiment notre priorité et on forme à des métiers qui sont identifiés, donc dev, data, cyber, gestion de projet. On a un réseau d'entreprises partenaires, donc avec aussi un accompagnement dédié par notre responsable carrière qui s'appelle Estelle et qui vous aide à trouver une alternance pour poursuivre la formation, à réussir vos entretiens, à bosser votre CV, votre lettre de motivation, à vraiment construire un profil qui fonctionne et qui est employable. Et donc, résultat, on a 83% de sorties positives après notre formation en alternance. Donc, c'est en CDI, CDD. Salaire moyen autour de 43, alors pas 80 non, mais 43 000 euros bruts annuels. Et pour ce qui est de l'alternance, 90% des alternants sont évalués au niveau ou plus, au plus par leur manager. Donc pareil, ça c'est hyper encourageant. Je vous passe les témoignages d'entreprise, mais ils sont assez bons. Et enfin, le dernier pilier, j'en ai beaucoup parlé, c'est une employabilité durable. Donc sur le long terme, nos programmes ils sont mis à jour régulièrement pour suivre le marché. Vous apprenez à utiliser l'IA intelligemment comme levier
et surtout, vous développez une vraie autonomie d'apprentissage. C'est-à-dire que vous n'êtes pas fixé juste sur une stack, mais vous pouvez, apprendre, d'autres outils si nécessaire et ça, vous apprenez vraiment à le faire au cours de la formation. OK, on a déjà Alexis qui est front-end, c'est cool. Je vous passe aussi ça et donc rapidement, je vous donne une vue d'ensemble de nos formations. À savoir que si vous débutez, il faudra commencer par, ce que vous avez à gauche, donc les fondamentaux du dev web, de la tech et de l'IA. Ça, c'est plutôt un espèce de tronc commun, de langage commun à tous les métiers de la tech. Donc ça, c'est une formation de 4 mois en présentiel et ensuite vous passez sur le choix de votre spécialité métier. Donc on en a 4: développeur full stack, data analyst, développeur Ops et cybersécurité, et enfin chef de projet IT. Et après ça, vous poursuivez en alternance, toujours en gardant cette spécialisation sur 1 an, 2 ans ou même carrément 4 ans si vous voulez atteindre le niveau master. Du coup, en alternance rémunérée, on vous aide à la trouver et après, c'est lancé, c'est tout droit. Voilà, n'hésitez pas si ouais, merci Théo d'avoir développé. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vois qu'il y en a une dans l'onglet, je vais te répondre, mais je te donnerai des liens, des ressources pour ton profil parce que ouais, il faut quand même un visa étudiant. Bref, je t'envoie des ressources, mais voilà. On a aussi une équipe qui pourra t'aider à bosser ton dossier, mais il faudra quand même un visa, donc je préfère le dire direct. Voilà, je vais laisser du coup Théo. Je vais laisser Théo avec l'atelier. Ah, c'est très long. Voilà, qui va du coup vous apprendre à créer votre propre réseau social en vibe coding. Donc, Yes. je te laisse prendre la main. N'hésitez pas Merci, si vous avez des Anna. questions dans le chat et on se revoit à la fin. Top. Merci beaucoup. Pareil, du coup, si jamais je vais trop vite ou quoi que ce soit, vous me dites aussi dans le chat. Si vous avez des questions qui émergent ou des choses, envoyez, on essaiera de répondre, soit pendant l'atelier, soit plus tard après. Du coup, voilà. Allez-y, ne soyez pas timide là-dessus, envoyez un maximum. On est là pour y répondre au plus. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelque chose assez voilà, nouveau dans le métier du développement, ce qu'on appelle le vibe coding. On va essayer de vibe coder, on va vibe coder un réseau social en utilisant un logiciel dédié à ça, en tout cas un service dédié à ça, qui s'appelle Lovable. Et on va voir un peu comment ça fonctionne, c'est quoi ce qu'on peut faire avec et c'est quoi les limites. Alors, c'est un atelier qui est plutôt orienté débutants et débutantes. Okay, on n'ira pas trop dans la tech, j'essaierai de ne pas rentrer trop dans le détail. Mais si vous avez des questions et que vous voulez aller plus loin dans la technique, je pourrai aussi vous répondre à ça. Alors, pour commencer, je vais vous partager mon petit écran. Hop, alors, on va commencer par essayer par quelques définitions qui vont vous permettre un peu de comprendre c'est quoi tous ces termes-là. Alors, le vibe coding, c'est quoi? Alors, le vibe coding, c'est un terme qui a été popularisé en 2025, mais qui a été, je crois que la première fois qu'il a été sorti, c'était en 2023 peut-être, je m'en souviens plus trop, par un chercheur qui s'appelle André Caparti. André Caparti, il est aussi cofondateur d'OpenAI. André Caparti, ça c'est le post Twitter ou X qui a lancé, voilà, ça en 2025, qui a lancé un peu cette définition-là. Dans sa définition, André, il explique un peu que le vibe coding, c'est cette façon de développer des choses en langage naturel, c'est-à-dire en s'exprimant soit par la voix, soit par l'écriture, avec des IA, et les IA vont générer du code. Et la vibe, elle vient un peu de ce côté où on guide, on ressent, on teste, on corrige. C'est un peu comme, voilà, c'est vibe avec le code. On n'est plus dans la réflexion purement tech, mais on a une sorte de réflexion un peu de feeling, un peu une sorte de direction artistique. Du coup, ça, c'est le terme qui définit le vibe coding. Aujourd'hui, après, du coup, dans le monde de l'IA, 1 an, c'est une décennie, tout va très vite aujourd'hui. Un des nouveaux termes qu'on utilise, c'est le agentic engineering
pour faire la différence avec le vibe coding. Agentic Engineering, ou le codage avec agent, c'est l'idée de dire, OK, on va utiliser des IA, certes, mais on va le faire avec une certaine exigence professionnelle. Du coup, on parle plus d'orchestration d'agents IA. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un agent IA? Là, j'ai la définition. Du coup, un agent IA comme ChatGPT. Alors, plus ou moins. Du coup, qu'est-ce que c'est ChatGPT et qu'est-ce que sont ces IA? On va parler de LLM. Du coup, les IA, c'est un terme qui englobe plein de technologies. Mais ce qu'on va utiliser la plupart du temps dans le cadre du développement, dans notre contexte, c'est des LLM. Les LLM, Large Language Model, ou grand modèle de langage. C'est un programme, en gros, un LLM, c'est un algorithme, un programme assez complexe qui a ingurgité énormément d'informations. On parle même de siphonner le web, ok, et qui va pouvoir prédire les mots ou même les lettres qui vont être les plus, on va dire, logiques par rapport à une demande, à un input. Quand on va utiliser des LLM pour coder, ces LLM, ils ont été configurés de façon précise pour être plus adaptés à pas du langage naturel, entre guillemets, pas du langage textuel, mais du langage du code. Le code, c'est du texte. Le code, on peut même parler de poésie quand on parle de code. Le code, c'est écrire des instructions. Du coup, les LLM qu'on utilise pour coder sont spécialement configurés pour générer ce type de texte. Les LLM les plus connus, ChatGPT c'en est un. Il y a Claude qui en a un autre, qui on en parle beaucoup. Gemini en a un autre, ou Mistral, par exemple, est un LLM aussi très connu. On ne va pas rentrer dans les détails des architectures, mais voilà, en grosso modo, c'est ça un LLM. Et un agent, c'est quoi? Un agent, c'est un LLM auquel on aura donné un ensemble d'outils et d'indications plus spécifiques pour réussir une tâche. Quand on est dans de l'agentic coding ou de le développement avec des agents, ce sont des LLM qui ont été configurés pour pouvoir être mieux outillés pour coder. Voilà, en gros, c'est un peu ça. C'est à la différence d'un agent plus général. Un agent conversationnel, par exemple. On utilise l'agent comme l'utilisation d'une API. Alors, on peut utiliser un agent via API, mais je ne peux pas rentrer dans ces détails techniques. Mais en gros, les agents, c'est juste des LLM qui sont spécifiques à une tâche précise. Il y a des agents conversationnels, ce soit ChatGPT, ou des agents pour coder. Claude Code, par exemple, ou GPT Codex, qui est le penchant code d'OpenAI. Et on a même DevStral de chez Mistral. C'est un agent spécial pour le dev. Voilà. On peut les installer en local ou en API ou avec des comptes. Voilà, il faut payer pour les avoir. C'est gratuit. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants. Voilà. Mais tout n'est pas... Voilà. La plupart, c'est payant. C'est aussi un grand changement de paradigme. Je trouve, moi qui suis développeur depuis plusieurs années, quand on a introduit les LLM dans notre travail, ça a mis une notion d'argent à la ligne de code. C'était très perturbant parce qu'en réalité, voilà, le code en soi, c'est censé être gratuit, open source. Il y a une sorte d'un peu de philosophie comme ça, mais les LLM, de par le fait qu'ils demandent beaucoup de puissance de calcul et beaucoup d'énergie, ont introduit une dimension financière à la rédaction du code. C'est vraiment un paradigme très, très étrange. Ça change beaucoup par rapport à notre façon de travailler. Un API, c'est Application... mince, j'ai oublié. C'est une interface d'application. En gros, c'est un ensemble. Quand on fabrique une API, c'est qu'on va donner voilà, merci. Interface de programmation applicative. On va donner du coup des différentes indications en code pour faire différentes choses. Voilà. Mais quand on parle dans ce détail-là, c'est pas le sujet, mais on peut aller plus tard. Application programming interface, exactement. Voilà. Une interface de programmation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour pouvoir interfacer deux codes ou deux logiciels ou deux choses ensemble via une interface au milieu.
Si vous avez par exemple entendu parler des serveurs MCP, alors ça c'est encore un sujet qui va très loin, Model Context Protocol, ce sont en gros des API dédiés aux agents IA. Voilà. Voilà. Ensuite, on a le... Ouais, voilà. Oui, exactement. Merci, Anne. Un IDE, vous allez entendre parler. Un IDE, c'est Environnement de développement intégré, ou Integrated Development Environment. C'est un peu comme un bureau dans lequel on va avoir un éditeur de texte, dans lequel on va pouvoir coder, ou écrire du code, du coup. On va avoir un explorateur de fichiers, on va avoir un terminal pour pouvoir débugger notre code, ou en tout cas ou exécuter des choses dans le code, dans notre environnement. Comme VS Code, c'en est un, ou par exemple Z, ou PyCharm, ou PHP Storm. Voilà. Ce sont différents IDE. VS Code, c'est un des plus connus, un des plus populaires. Il est gratuit, il est open source aussi, mais il y en a plein d'autres. Il y en a des payants aussi. Et il y en a qui sont dédiés à des langages spécifiques. VS Code, c'est un IDE généraliste qu'on va étendre avec des plugins. Et ensuite, on a des IDE plus précis comme PyCharm, c'est pour le Python, ou PHP Storm pour le PHP, qui sont deux langages de programmation différents. Ensuite, on a le concept de no-code aussi. Alors, c'est intéressant de connaître le no-code parce que c'est un peu ce qui précède l'IA et le vibe coding. Et aujourd'hui, ça se mélange un peu les deux, d'ailleurs. Le no-code, ce sont des outils plutôt visuels, comme des interfaces, un peu comme Photoshop ou je ne sais pas, peut-être Word, qui vont vous permettre de créer soit des sites internet, soit des applications, soit des systèmes d'automatisation. Parmi les plus connus, il y a Webflow notamment, qui est une interface très graphique dans laquelle on va pouvoir faire des sites internet sans avoir à toucher une ligne de code. Avec des blocs, un peu comme un Lego, on assemble des Lego, on configure des choses. Voilà. Si vous avez fait un peu de Photoshop ou de graphisme, c'est un peu ce genre de principe. Bubble.io, c'est la même chose, mais c'est pour des applications plutôt mobiles, du coup. Alors que Webflow, c'est plutôt pour des sites internet, des pages, même si elles sont mobiles. Mais Bubble, ça va être plus pour l'application. On va avoir une dimension de back-end avec, qui va être plus importante. Si vous voyez l'interface, ça ressemble clairement un peu à ce qu'on peut avoir comme un outil de design. Notamment Figma, qui est très connu dans le milieu du design d'interface. Et pour d'autres exemples de no-code, N8N ou Zapier, qui sont des interfaces du coup no-code avec des blocs et des connexions nodales qui vont nous permettre d'interfacer plusieurs blocs ensemble pour automatiser des choses ou créer des applications sans avoir à coder. On va pouvoir faire par exemple des systèmes de paiement avec d'automatisation par rapport à des entrées, des chatbots même avec. Et en plus, maintenant, on peut aussi interfacer des IA à l'intérieur d'outils comme N8N ou Zapier. Voilà, ça, c'est le monde du no-code. Okay, on est un peu comme dans le vibe coding, on ne code pas, on utilise des interfaces. La différence du no-code avec le vibe coding, c'est que le no-code, c'est une interface graphique qu'il faut apprendre. Le vibe coding, c'est le langage humain et la description qui va nous permettre de générer du code. Les LLM vont comprendre, en tout cas, essayer de traduire notre attention et générer du code à partir de notre attention. De toute façon, je vais vous filer ce petit document Notion, comme ça vous pouvez revoir plus tard, et si vous voulez regarder un peu tout ça plus en détail, il n'y a pas de souci, il y a un ensemble de liens à la fin pour voir tout ça. Ouais. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce qu'il y a des questions qui émergent? Voilà, il y a beaucoup de choses et voilà, c'est plusieurs trucs qui arrivent comme ça. Mais avant d'attaquer l'atelier en soi, est-ce qu'il y a vous avez des questions? Est-ce qu'il y a un plugin VS Code pour le no-code? Ce serait marrant. Je suis pas sûr, je pense pas. Mais ce serait marrant parce que le no-code, la logique, c'est que tu codes pas et VS Code est un IDE. Du coup, c'est un environnement pour développer, justement. Du coup, ce serait un peu genre boucler la boucle. Mais il existe par contre des outils, pas forcément de no-code, mais des plugins qui vont nous permettre de pouvoir interagir de façon plus visuelle avec nos designs, nos front-end notamment. Voilà.
Et est-ce qu'on peut intégrer l'IA dans VS Code? Alors, au-delà d'intégrer l'IA dans le VS Code, c'est que maintenant, VS Code intègre d'office ses agents IA. Celui de VS Code, c'est Microsoft. Microsoft, c'est les propriétaires de VS Code. Il s'appelle Copilot. Du coup, quand on installe VS Code, il y a Copilot qui est déjà intégré à l'intérieur. Voilà. Et Copilot, il n'est pas ici. Copilot, c'est leur IA, leur agent IA. Du coup, voilà. Du coup, ouais, maintenant, quasiment tous les IDE, tous les environnements de développement intègrent l'IA à l'intérieur. IntelliJ, qui propose WebStorm ou autre, ils ont intégré un agent IA à eux dedans. Quand on développe sur Apple, on va utiliser leur IDE qui s'appelle... Ah, j'oublie le nom. Mais la dernière version intègre aussi l'IA à l'intérieur. Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'on est en train... Alors, je vais mettre un navigateur web pour vous montrer un peu des choses. On digresse un peu. Hein. Hop. Mais aujourd'hui... Et non, pas Codex, Cursor. Cursor, c'est un IDE avec IA. La dernière version de Cursor, elle va encore plus loin, c'est qu'on n'a même plus la partie code qui est visuelle. On est directement dans le prompt, ou en tout cas dans la programmation via texte ou langage naturel. Si je vous montre aussi Codex. Codex, c'est l'équivalent de chez OpenAI. Et Codex, c'est une interface pour développer des sites, mais il n'y a même plus d'IDE dedans. Voilà. Je vous le montre, ça c'est mon Codex à moi, sur lequel je travaille. Là, c'est des projets sur lesquels je suis en train de travailler. Hop. Et en gros, je n'ai pas l'IDE, je n'ai pas l'environnement de code, j'ai directement le vibe code, ou en tout cas le prompt, ou le agentic coding. Et si je veux ouvrir mon repo, enfin mon projet dans VS Code, j'ai un bouton dédié ici qui va m'ouvrir le projet dans mon éditeur de code. Et ici, je vais pouvoir par contre rédiger, taper du code, on va dire à l'ancienne, ou en tout cas de façon traditionnelle, sans IA. Du coup, voilà, ça c'est des paradigmes, c'est des choses qui changent dans le métier du dev aujourd'hui, où on est encore entre cette frontière entre coder avec un IDE, coder sans IDE avec ces interfaces graphiques de agentic coding, ou encore davantage, alors là j'espère ne pas trop perdre de personnes, mais par exemple, on peut aussi maintenant coder directement dans notre ligne de commande en CLI. Voilà, et là j'ai Cloud Code qui tourne en CLI, en ligne de commande, dans mon ordinateur. C'est une autre interface pour interagir avec du code. Voilà, du coup, bon, le métier évolue énormément, ça change. Et là, je viens de vous montrer 3 interfaces différentes pour interagir avec des agents IA. Un IDE, le terminal, ça c'est la partie un peu tech, ou des logiciels exprès pour, comme Codex. Tous ces environnements sont des logiciels dans lesquels tournent des LLM, ou des agents, plutôt, des agents dédiés au code. Ces agents-là, soit c'est OpenAI qui les fournit, soit c'est Anthropic, qui est une entreprise qui fait Claude ou Claude Code, qui les fournit. Ça peut être aussi Google Gemini qui le fournit, ou ça peut être d'autres modèles. Il existe des modèles ou des agents qui sont open source ou qui sont des alternatives qui viennent d'ailleurs. Voilà. On parle beaucoup des modèles chinois, notamment là-dessus. Mais on ne va pas rentrer dans ce détail-là, c'est beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses, on pourrait aller très loin là-dessus. On va retourner dans notre atelier. Alors, on va essayer de faire vite parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Désolé, on a pris un peu de retard. Alors, voilà, je vous invite du coup à aller sur Lovable. Voilà, ça c'est le site pour Vibecoder. C'est un des services de Vibecoding un peu clé en main. Il en existe d'autres. Hein. On va utiliser celui-là, c'est un des plus connus. Donc, allez-y, je vous envoie le lien, hop, ici dans le chat. Hop. Tac, tac.
Si vous souhaitez aussi, j'ai un lien d'invitation. Je ne sais pas si ça vous donne plus de crédits. En tout cas, moi, ça me donnera des crédits et je pense que ça vous permet aussi d'avoir des crédits vous. Mais je ne suis pas sûr. Mais voilà, il y a les 2 liens. Choisissez-le, peu importe. Pas obligé d'utiliser l'invitation. Mais voilà, ça, c'est pour utiliser l'outil. Vous avez 2 moyens de vous loguer. Google, GitHub ou un mail. Okay, je vais utiliser un mail normal. On va indiquer un password. Hop. Et c'est parti. Alors, est-ce que Lovable est gratuit? Lovable vous donne des crédits pour l'utiliser gratuitement, mais c'est vite payant quand on veut aller plus loin. C'est un peu l'offre d'appel. Du coup, voilà, il faut savoir ça. Pour l'atelier, ouais, ça ira, ça va suffire. Alors, en tout cas, ce que j'ai testé la dernière fois, ça allait, c'était suffisant. Si ça ne le fait pas, on verra justement les limites de ça et comment faire autrement. Avec les crédits quotidiens, on peut faire chose. Ouais, effectivement, on ne peut pas aller très loin. On peut faire peu de choses. Vite fait, il va falloir payer. Et c'est assez cher, en réalité. En tout cas, moi, je trouve que c'est assez cher. C'est 25 balles par mois, minimum. Du coup, voilà, ça pose des questions. Hop là. Alors, il a pas réussi à vérifier mon mail. Invalid verification code. Hop. Ça commence bien, ça. Hop là. Est-ce que je vais y arriver? Resend. Hop. Ok. Bon, moi, ça ne marche pas. Hop. Du coup, je vais essayer avec mon compte Google plutôt. Hop. Voilà, ça devrait marcher avec ça. Je reviens ici. Est-ce que le modèle économique va changer dans les années à venir? Je ne sais pas. Là, je ne pourrais vraiment pas dire. En tout cas, moi, je n'utilise pas des outils comme Lovable parce que c'est onéreux et je trouve qu'il y a une certaine limite. Mais pour prototyper, ça permet d'aller vite. Après, le prix qui est demandé, c'est 25 € par mois. En réalité, c'est un peu le prix classique, c'est le prix standard. Si vous allez sur Webflow, qui est l'outil no-code, Webflow Pricing, je pense que c'est plus ou moins le même prix. Hop, c'est 14 € par mois. Non, si on fait par mois, c'est 18 € par mois, voilà. Avec le CMS, c'est 29. Du coup, c'est un peu, il y a une sorte de... Voilà, quand on évalue le prix, c'est pas forcément le prix juste, c'est le prix que les gens sont prêts à mettre. Et 25 balles, c'est un peu le prix que les gens sont prêts à mettre dans ce type d'outil. Il y a des moyens d'utiliser ces outils en payant moins cher, justement via Codex, Cloud Code ou autre. Hop. Maintenant, on va attaquer notre premier prompt. Du coup, on va ici créer un projet. On est dans le Lovable, All Project, nouveau projet. Voilà, on a un nouveau projet. Ah, on tape rien encore. On va commencer à taper notre premier prompt. Okay, notre premier prompt de Vibe Coding. Hop. Voilà le premier prompt. Je vous l'envoie ici, là, dans le chat. OK. Et je vais, moi, le mettre ici. Alors, je veux créer une application qui va s'appeler, et moi, je vais l'appeler, je sais pas, super couleur. Hop. Ouais, carrément. Il y a un peu ça. C'est pour ça, là, je vais vous filer plusieurs prompts que j'ai testés déjà, qui vont permettre d'arriver à un résultat assez correct pour éviter justement de se gourer, quoi.
C'est un mini réseau social sur le thème. Et là, hop, des couleurs. Les utilisateurs peuvent 1. Voir un fil de publication, 2. Publier un post, texte court plus image optionnelle, 3. Liker un post avant, voilà. Je vais un peu mettre ça aussi. Je vais le formater comme ça, vous pouvez mieux le lire. Hop. Hop. Ça ne change rien pour l'IA, que ce soit un blog ou comme ça, ça va être égal, mais nous, ça nous permettra de mieux lire. Ouais, il ne faut pas mettre les crochets. Ce que j'ai mis entre crochets, c'est ce que vous devez remplacer. Voilà. Voilà. Les utilisateurs peuvent du coup voir un profil d'attaque. Avant de générer quoi que ce soit, décris-moi l'architecture, les pages, les composants principaux et comment les données sont structurées. Je validerai avant que tu génères. Voilà. Ça, c'est un peu une phrase qui va nous permettre de pouvoir un peu cadrer avant de le faire justement générer tout d'un coup. Ça va nous permettre de vérifier avant. Okay, du coup, tout ce qui est entre carrés, ton nom ou le thème, ça c'est vous qui changez. Moi, je l'ai appelé super couleur, centré sur des couleurs. Voilà, hop. Et c'est parti. J'envoie le prompt. Tac. Ouais, il va le faire, clairement, mais il va falloir ensuite que tu prennes ce code et que tu le foutes dans un IDE ou dans du fichier texte et que tu lances un environnement de développement local pour pouvoir avoir le résultat de ça. Voilà. Du coup, tu peux le faire dans ChatGPT, mais tu n'auras pas tout de suite. Voilà. Si tu fais du Angular, bah, tu demandes ça, tu récupères, tu copies-colles le code, tu le fous dans ton IDE ou dans tes fichiers Angular, et ensuite tu exécutes Angular en CLI. Là, ça demande déjà des compétences de dev pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Mais du coup, Lovable, c'est vraiment plutôt pour les personnes qui... Enfin, c'est pour justement faire des prototypes vibe codés. On n'a pas besoin d'avoir un environnement de code. Alors, on va regarder ce que nous a proposé cet outil. Du coup, voir si l'architecture proposée pour super couleur. Page à la racine, fil de publication, page news, créer un post formulaire. OK. Composants principaux, un header, logo navigation, postcard, carte d'un post avec avatar, texte, image, bouton de like et compteur, post forme, formulaire de création. Yes, like bouton, très bien. Structure des données en mémoire avec, du coup, ils utilisent React. React, on va pas s'attarder là-dessus, mais c'est quelque chose pour faire des interfaces, un framework. Dedans, du coup, il y a l'interface, c'est la structure de la donnée, un ID, auteur, de contenu, le lien de l'URL, le nombre de likes, est-ce que ça a été liké, et la date de création. Cette structure de données qu'il y a dans cette interface, sans rentrer dans les détails de qu'est-ce que c'est tout ça, c'est un peu aussi ce qu'on va trouver potentiellement dans une base de données comme structure à l'intérieur d'une, ce qu'on appelle une table. Du coup, les postes sont stockés dans un état global via React Context. Du coup, c'est dans la mémoire, avec quelques postes d'exemple pré-remplis, pas de persistance, tout part de zéro au refresh. Parce qu'on est dans la mémoire, on n'est pas on n'a pas une mémoire persistante de données, on n'a pas une base de données. Okay. Lovable permet de connecter avec des bases de données, mais ce sera pour plus tard, c'est à vous d'explorer ça. Alors, palette colorée joyeuse, teinte vive dégradée arc-en-ciel subtil, carte avec bordure colorée aléatoire par poste, animation de pop-up sur le like, police moderne sans serif. Tu vas cette approche. Alors là, vous pouvez décider de valider l'approche ou de demander des ajustements. Alors, on va lui dire. Alors, parfait. Cette architecture me convient. Hop, tac. Génère
maintenant l'application complète. Hop. Et là, je vais lui donner des indications de design. Design. Hop. Ah, j'ai mal écrit ici. Génère. Hop, 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 hop. Et là, je vais spécifier ce que je veux comme design. Alors, j'ai déjà ici mon prompt. Alors, style. Moi, je veux un style plutôt doux pastel. Couleur principale. Là, je vous laisse décider les couleurs que vous pouvez donner. Ça, c'est des formats hexadécimales. Ici, je vais prendre cette couleur-là, me plaît bien. Hop. Hop. Couleur principale. Je vais prendre celui-là, plutôt le vert. Couleur d'accent, on va prendre ce rose-là. Hop. Et pour le fond, blanc ou gris très clair, moi, je vais lui donner pour le fond, hop, celui-ci. Tac. Typographie sans serif, pas d'animation complexe. Hop. Maintenant, contenu. Hop. Peuple le fil avec 6 posts fictifs sur le thème des couleurs. Hein, c'est notre thématique. Enfin, c'est ma thématique en tout cas. Vous pouvez choisir autre chose. Voilà. Nom d'utilisateur varié, date récente, texte et une autre ligne. Hop. Et le fonctionnel. Hop. Hop. Formulaire. Hop. Et navigation. Hop. Je vous envoie ça, comme ça vous pouvez aussi, si vous le souhaitez réutiliser, vous pouvez le réutiliser. Hop. Ah, il y a 500 caractères maximum. Hop. C'est parti. Hop. J'envoie. Et on va le laisser mouliner. Il me reste 4,3 crédits. Okay, on a consommé pas encore un crédit, on a fait 2 prompts. Là, il va commencer à fabriquer l'application. Okay, il va créer les composants React. Il va créer le style visuel en s'appuyant sur ce que j'ai donné comme indication. Tout ça, ça va prendre un peu de temps et ça va justement consommer plus de tokens. Les tokens, ou les crédits ici, c'est le nombre de textes générés ou de codes produits par le programme. Si j'ai des ressources pour apprendre à créer des prompts solides comme ça, ouais. Pour le prompt engineer, il y a plein de ressources. Je pourrais vous en filer. Mais en gros, je crois que si tu regardes directement sur la documentation de ChatGPT, enfin de OpenAI, il y a plein d'indications là-dessus. En gros, on appelle ça le prompt engineering. Et là, tu peux faire guide. Et hop, IBM, on a un très bien, je m'en souviens. Hop, hop, hop. Je vois s'il n'y en a pas un de chez, justement, OpenAI. Hop. Voilà. Ici, il y a les best practices pour ça. Pour pouvoir prompter correctement. En tout cas, Marion, ne t'inquiète pas trop là-dessus. Le mieux, c'est de tester des choses. Voilà. C'est d'essayer de prompter. Tu peux aussi, si tu veux, en fait, là où la boucle se boucle, c'est que tu peux aussi demander aux IA, ou en tout cas aux LLM, comme ChatGPT, de t'aider à rédiger des prompts. Voilà. Voilà, ça peut aussi t'accompagner pour ça. Celui-là, il est très bien. Prompt Engineering Guide AI. Je vais vous le partager tout de suite. Celui-là, il est très, très quali. C'est d'Office React où on peut lui demander autre framework comme Angular et la version. Et bah justement, ça, c'est les limites de ces outils-là.
ces outils no-code, comme Lovable, leur agent, il est entraîné spécifiquement pour coder dans un langage, et ce qu'ils ont utilisé, eux, c'est React. Voilà. Tu vas pas pouvoir faire du Angular avec, ou du Vue.js ou autre. C'est que du React. C'est pour ça que voilà, il faut prendre en compte que ça, c'est vraiment pour prototyper des idées, tester des choses, ok. Quand on est dans le métier, quand on est professionnel, on va pas utiliser des outils comme Lovable, on va utiliser des agents qui sont directement sur nos IDE. On va nous setup l'environnement de dev, comme toi tu utilises Angular par exemple, et là on va lui dire de générer, par exemple, le code en Angular. Grosso modo, hein. Voilà. Du coup, voilà, j'ai fait générer, paf, j'ai mon super, hop là, je peux liker des trucs, tac, 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 il y a des petits posts, le rose poudré est définitivement ma couleur préférée cette saison. Voilà, elle nous a mis des petites personnes, Chloé Martin, nos petits, les couches du soleil en ce moment sont magiques. Bon voilà, c'est très marrant. On a du coup notre fil de notre micro-blogging, micro-social. Et si je vais dans publier, hop là, je peux mettre ici Théo. C'est trop, c'est super. Les couleurs, hop. Tac, un petit emoji, hop. Si je voudrais mettre une image, apparemment je peux mettre une image. Ça, je ne l'ai même pas demandé, mais il a mis. Tant mieux. C'est la vibe. Hein. Des fois, on ne maîtrise pas trop tout ce qui se passe. Hop, copie, image, adresse. Tac, je vais foutre ça ici. Voir si ça marche. Hein. Ça peut être marrant. Si ça ne marche pas, tant pis. Hop, et publier. Oh, ça marche en plus. Trop bien. C'est super les couleurs. Tac, j'ai mon image, j'ai mon post. Tac, dans mon réseau social fictif. Ok. L'intérêt de l'étape d'écrire architecture, c'est de s'assurer qu'il ne propose pas quelque chose qui ne correspond pas à notre demande. C'est un peu le garde-fou qui va nous permettre, nous, de valider si on est d'accord avec ce qu'il va entreprendre comme action, pour éviter qu'il parte dans tous les sens. Voilà. C'est juste voilà, cette petite étape-là. C'est cool, il m'a mis une montre connectée dans le blog. Trop bien. Du coup, voilà, notre petit réseau social. Si je veux aller un peu plus loin, je vais pouvoir, par exemple, faire en sorte, regarde, là j'ai fil, publié. On pourrait lui demander d'ajouter des fonctionnalités, regarde. Hop, j'ai ici un deuxième prompt que je vais vous partager. Hop. Ajoute une page profil accessible depuis la navigation. J'envoie ça. Je vous l'envoie aussi, comme ça vous pouvez l'envoyer. Hop. Tac. Pourquoi ce n'est pas un fichier plutôt qu'une URL ? Parce que pour pouvoir mettre un fichier depuis une interface, il faut utiliser un système qui va permettre d'écrire, de téléverser le fichier qui est dans votre machine, de le mettre sur de le transférer, voilà, sur Internet, et de l'enregistrer quelque part dans un serveur. Du coup, pour faire ça, il faut mettre en place un back-end et un serveur. C'est pour ça qu'on ne va pas pouvoir le faire avec cette étape-là. Ok, il a des petits bugs ici. Qu'est-ce qu'il dit ? The app encounter un error. On va le laisser mouliner. Ah, là, uploading preview. Hop. Non, bah, ça marche. Tac. On va savoir pourquoi. Et du coup, maintenant, j'ai ma petite page profil. Voilà. On va rajouter encore. Voilà, oui, tac. Ici, par exemple, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'effets visuels sur les cartes. Je vais rajouter d'autres détails. Par exemple, raffiner un peu le design. Là, fonctionne bien. On l'affine. Survole une carte, légère révélation, shadow translate, transition, Ça, c'est du CSS, en gros. Hop. Clique sur une carte, cœur pulse, blablabla. Et 3, le bouton. Hop. Tac. Je balance ça. Vous allez voir, ça va mouliner encore. Et ça va rajouter des effets visuels sur notre interface.
On va laisser monnaie. J'espère que ça va pas, qu'il va pas y avoir de bug. On dirait qu'il a des petits soucis là. Hop. Du coup, voilà. Comme vous voyez, ces outils sont... Enfin, faire ce qu'on est en train de faire là, le petit réseau social qui est généré ici, on l'a fait en même pas 20 minutes, une demi-heure peut-être. Ça marche. C'est un prototype. Ça nous permet de tester quelque chose. C'est pas de qualité, on va dire, vendable. En tout cas, c'est pas un produit vraiment fini, mais c'est un prototype qui nous permet de tester une idée. Vous voyez, là, maintenant, il y a des petits effets visuels. Je ne sais pas si vous les voyez avec le streaming. Et quand je passe la souris au survol, hop, j'ai un petit effet de lever. Si je clique, hop, j'ai un petit effet maintenant sur le cœur, hop, qui pulse. Maintenant, ici, j'ai le plus directement, plus flottant. Au lieu d'avoir le plus en haut, je l'ai ici en bas maintenant. Du coup, j'ai affiné les petits détails, je lui ai donné d'autres indications pour améliorer du coup le design, l'interactivité et l'expérience utilisateur. Voilà. Ces choses-là, il faut les connaître, il faut être un peu, du coup, avoir un peu des notions de UX design, UI design. Mais du coup, là, ces outils sont pas mal justement pour des personnes comme toi, Alexis, qui font aussi du UX, UI design, parce qu'ils vont te permettre de prototyper rapidement des choses. Après, toi, si tu sais déjà faire du Angular, tu peux faire ça directement dans ton IDE et c'est beaucoup plus puissant. Mais en tout cas, voilà, pour des personnes qui ne sont pas forcément développeuses, mais qui connaissent les principes du design, du UX et du UI, elles vont pouvoir prototyper des choses là, faire des essais et ensuite les montrer à un dev et dire oh regarde ça machin, j'aimerais bien faire un truc comme ça. Voilà. Le vibe coding, ça nous permet de produire des choses simples, pas forcément les plus poussées au niveau du code, mais en tout cas de pouvoir s'amuser et faire des petites choses. Ça qui est chouette, ça démocratise énormément la création de sites internet et d'applications. Dans le Vabble, regardez, on a toute la partie justement, qu'est-ce qui se passe sous le capot. Là, on a toute la partie code. Là, on va avoir justement le setup complet de cette application. Ce que vous voyez en façade, en fait, ça se passe ici derrière. Ici, on a les composants. Par exemple, voilà, il y a des composants déjà importés. Bon, je pense ça, c'est toute la librairie de composants qu'ils ont. Hop. Du coup, on peut ici encore voir le code source sous le capot de qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est quand on dev, on peut aller aussi toucher des choses ici. Si je vais ici, est-ce que j'ai une page? Voilà, page index. Non, j'ai pas l'impression d'arriver à voir les pages qui fabriquent notre application. Bref. Hop. Oui, ou même ici, je crois qu'il y a un mode mobile. Tu cliques sur le petit icône là-haut et tu peux le voir en mobile. Hop. On a un peu de retard. J'ai dû aller un peu vite, je suis désolé. Amusez-vous avec ça. Testez d'autres prompts, rajoutez des choses. Faites des modifications si vous reste des crédits. Voilà, vous avez vu, avec 5 crédits, on a pu faire un petit truc un peu marrant quand même. Par exemple, il y a un truc qu'on pourrait faire marrant, c'est ici, dans ajoute dans la page nouvelle publication, un color picker permettant aux utilisateurs de sélectionner, d'ajouter une palette couleur avec leur publication. Hop. Là, je vibe, j'y vais, je fais pas très gaffe au prompt, je teste une feature, on va voir ce que ça va faire. C'était
Partager des infos d'autres réseaux sociaux, ça dépend ce que tu entends par là. Comment interfacer avec d'autres réseaux sociaux? Via des API, qu'on parlait tout à l'heure. Mais non, actuellement, notre application, elle n'a pas ces capacités-là. On pourrait peut-être viber des features additionnelles. Mais actuellement, c'est une application qui n'existe qu'en mémoire. Elle n'a même pas de base de données pour enregistrer et persister les informations. Hop. Ça mouline, hein. Ça prend son temps. J'ai vu une vidéo très marrante de quelqu'un qui dev avec des IA et en même temps il joue d'un instrument parce qu'en fait on se retrouve toujours à attendre la réponse. Voilà, hop, on a ici un color picker trop cool. Hop, du coup, ajouter, je peux rajouter des palettes. Hop, avec ma publication. La palette de la semaine. Oups, plutôt de ma semaine. Voici, je vous partage. Ah non, ici c'est le nom. Hop, hop, tac, je vous partage un super palette. D'ailleurs, le fait que je dois indiquer le nom ici, c'est pas forcément une très bonne chose. Normalement, quand on est connecté sur une application, notre nom est déjà là. On ne devrait pas avoir le faire. Du coup, il faudrait corriger ce genre de choses, justement. On voit un peu les limites de ces choses-là. Je publie. Hop là, publier. Et maintenant, j'ai ici mon post avec ma palette. C'est super marrant, c'est super fun. L'idée est marrante. J'aime beaucoup. Voilà, tac. On a rajouté une feature spécifique au réseau social que je voulais créer. Comment relier à un back-end par un fichier PHP? Non, PHP, c'est un langage côté serveur, mais ce n'est pas le seul. Il en existe beaucoup. Dans l'environnement de Lovable, on va quasiment tout faire avec du JavaScript et on va utiliser du coup Node.js. Node.js, ça nous permet d'exécuter du JavaScript côté serveur. Je vais vous parler des détails. Désolé, je pars un peu dans la technique, mais ici, Lovable propose quelque part, je ne sais pas où c'est, mais ils ont quelque chose exprès pour, mais je crois qu'il faut payer pour pouvoir connecter ça à une base de données qui s'appelle Supabase. Alors, Supabase, c'est une base de données qui est hébergée, hein, c'est ce qu'on appelle un DB as a service, DBAS. Voilà, et du coup, on va pouvoir héberger nos données ici. Et Lovable va s'occuper de faire les connecteurs entre notre interface et Supabase. De faire du coup le back-end. Pas en PHP, mais en JavaScript. Les limites du vibe coding. Hein. On l'a vu, il y a un peu déjà on voit un peu les détails, mais il y a d'autres limites. Les RGPD, l'accessibilité, une architecture efficiente, des principes de cybersécurité, faire de l'authentification poussée, pouvoir monitorer notre application, la déployer correctement. Toutes ces choses-là, on ne peut pas vraiment les faire avec des outils comme Lovable. Tous ces concepts-là, c'est des concepts justement qui sont plus avancés, qui nécessitent du coup des compétences techniques, des savoir-faire techniques, et c'est justement ces choses-là qu'on va apprendre à Ada. On va vous apprendre à aller plus en profondeur dans la technique, dans le code, sur comment on architecture correctement un logiciel, quelles sont les différentes technologies qu'on utilise, pourquoi on les utilise, comment on fait du back-end, comment on fait un serveur, c'est quoi les notions de cybersécurité, d'accessibilité, d'éco-conception à prendre en compte quand on développe une application, et comment on travaille en équipe. Le monde du dev, c'est un monde où on ne travaille jamais seul, on travaille toujours au sein d'une équipe. Elle peut être réduite ou grande, mais voilà, il faut aussi apprendre à collaborer. Du coup, pour ça, il y a des outils de gestion de projet et des techniques et des rituels. Voilà. Tout ça, c'est ce qu'on apprend aussi à Ada. Est-ce que vous avez des questions? Autrement, c'est fini. On est pile. 13h28. On va déborder un peu du coup. Super, avec plaisir. Merci beaucoup, merci à vous, merci pour l'attention et l'écoute. Merci beaucoup Théo et merci tout le monde d'avoir participé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est un secteur qui vous intéresse, que vous voulez explorer des possibilités de formation justement pour aller plus loin et ne pas rester que sur du vibe coding, je vous remets le lien de notre prochaine réunion d'information sur les formations Ada Tech School.
C'est le 28 avril, donc c'est pas tout de suite, mais voilà, je vous laisse vous inscrire. Ce sera avec Chloé, la fondatrice de l'école. Et donc, elle vous présentera tous nos programmes, les débouchés, les options de financement qui sont disponibles aussi. Voilà, ce sera avec plaisir si je peux vous croiser là-bas. Je regarde s'il y a des questions. Non, j'ai l'impression que c'est plutôt clair. Et si jamais vous êtes déjà en formation, on a aussi un événement sur la recherche d'alternance, donc qui sera animé par Aurélie, qui est justement notre coach sur la recherche d'emploi et l'orientation chez ADA. Donc c'est gratuit, pareil, c'est organisé par la fondation. Si vous voulez vous inscrire, je vous mets le lien dans les commentaires. C'est aussi valable si vous êtes en recherche d'emploi d'ailleurs, parce qu'en vrai les conseils sont bons à prendre pour les deux. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous allez recevoir aussi un questionnaire de satisfaction par email à la suite de ces ateliers, en même temps que le replay d'ailleurs s'il y a des passages que vous voulez revoir. Donc n'hésitez pas à y répondre, à nous communiquer les autres thèmes sur lesquels vous aimeriez avoir des ateliers. Et nous, on essaye de faire en fonction. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, enfin si vous avez des questions sur l'école aussi, n'hésitez pas à les poser maintenant. Et sinon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup Théo et merci à tout le monde pour l'attention. Merci à tous. Amusez-vous bien avec Lovable et tout ça. C'est un univers. Pour répondre à ta question, Youssouf, on n'a pas vraiment d'aide pour obtenir un visa étudiant. Je pense que si tu candidates, on essaiera de t'accompagner au mieux, mais malheureusement, c'est pas de notre ressort. Donc voilà, on peut t'expliquer un peu mieux la marche à suivre, mais on n'aura pas d'impact sur cette décision, malheureusement. Voilà. J'ai oublié de vous partager le lien Notion, la page Notion qui a servi à l'atelier. Comme ça, vous pouvez retrouver les ressources et tout ce qu'on a, et les prompts et tout ça. Voilà. Et ben merci beaucoup. Je vous souhaite une belle après-midi à toutes et à tous. Et on se revoit bientôt peut-être. Ouais. Merci Au beaucoup. revoir. Merci à tout le monde. Merci Anna. Bon après-midi. Salut tout le monde.